Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Glenn Deason et je parle aujourd'hui avec le Dr. Ron Paul, un libertarien, ancien membre du Congrès américain, qui s'est présenté à la présidence en 88, 2008 et 2012, un fervent défenseur d'un gouvernement limité, de la discipline budgétaire, du retour à l'étalon or et bien sûr de l'audit de la Réserve fédérale, tous des conseils importants dont nous pourrions bénéficier aujourd'hui. Bonjour, Dr. Paul. C'est un véritable privilège de pouvoir parler avec vous. Glenn, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, vous avez probablement été le politicien le plus constant à plaider pour l'audit et aussi pour la fin de la Réserve fédérale. Je vois qu'Elon Musk a récemment fait, je suppose, un commentaire informel selon lequel ce serait une excellente idée de vous avoir comme nouveau président de la Réserve fédérale. Ce commentaire a-t-il réellement conduit à quelque chose? Ou seriez-vous intéressé par un tel poste ou alternativement par diriger un audit de la Fed? Vous savez, nous utilisons Internet évidemment, et je regarde les chiffres de temps en temps, et je ne connais pas les détails. J'ai d'autres personnes qui s'occupent des statistiques, mais j'ai remarqué qu'après l'implication de Musk, les chiffres ont changé immédiatement. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Donc quand Musk parle, les gens écoutent. Il y a eu beaucoup plus d'attention. Je n'ai jamais rencontré Elon. Je ne connais pas en détail toutes ses croyances, mais il semble avoir été très amical avec moi et il a élargi mon audience. Il a indiqué qu'il aimerait me voir disponible, mais ce n'est pas officiel. J'étais vraiment content parce que c'est seulement récemment qu'il a exprimé son accord avec ma position sur la Réserve fédérale. Au moins, nous devrions nous pencher dessus, vous savez, et découvrir ce qui se passe. C'est assez différent de quand j'ai commencé en 1966, la première fois que je suis allé au Congrès. Les gens demandaient « Pourquoi fais-tu ça ?» Et personne, les membres du Congrès, ne s'en souciait et ne comprenaient pas grand-chose à ce sujet. Mais les choses ont changé maintenant. Vous savez, nous avons travaillé dessus quand nous étions au Congrès et mon fils fait aussi un peu de travail là-dessus. En fait, je pense qu'il fait un excellent travail en exposant la Réserve fédérale sur ce qu'ils font et en participant, vous savez, d'une manière ou d'une autre. Comment le font-ils? Que font-ils? Et jusqu'à présent, vous savez ce que leur comité a fait, c'est qu'il a révélé des dépenses scandaleuses, du gaspillage et de la fraude, même si je dirais que j'ai toujours su que c'était là. Mon Dieu, c'était vraiment mauvais. Donc je suis content que nous vivions maintenant dans une atmosphère où au moins théoriquement et de manière pratique, nous voyons une certaine réduction du gouvernement et il reste à voir comment cela se terminera. Oui, c'est une transparence entièrement nouvelle, ce qui est également rafraîchissant. Mais pourquoi pensez-vous que la Réserve fédérale est devenue trop puissante? Je suppose que le manque de transparence est assez évident. Mais pourquoi est-elle si puissante pour les personnes qui ne la connaissent pas bien? Eh bien, je ne sais pas exactement. J'ai essayé de le rendre populaire. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de gens qui prêtaient attention à mon site web. Mais je pense que ce sont les conditions. De plus en plus de personnes sur les chaînes économiques, vous savez, elles interviewent toujours le président de la Réserve fédérale. Et il est devenu très évident qu'il y a un rôle à jouer. Et bien sûr, le message que j'essaie de faire passer est que la Fed est le coupable. C'est une agence de taxation, c'est une agence de régulation, et c'est ainsi qu'ils collectent des taxes auprès des pauvres en dévaluant simplement la monnaie. Et maintenant, c'est un terrain fertile pour nous qui essayons de mettre l'accent sur la Fed, parce que vous savez, les ménagères font des achats dans un magasin et elles trouvent toutes sortes d'excuses pour expliquer cela.
et vous entendez quelque chose. Eh bien, le type de femme au foyer vient me voir et dit « Nous n'avons plus d'argent. D'où vient cette inflation? Que font-ils? Ça me donne plus d'argent. » C'est peut-être le problème. C'est l'argent qui compte et il perd de la valeur. Et puis il y a ces épisodes maintenant où les gens en ont enfin assez de ce que nous faisions en Ukraine et dans le monde entier. Et maintenant ils sortent et quittent la Fed. La Fed est une chose. Obtenir un audit du Pentagone est également très important, car il y a tellement de corruption, de gaspillage, d'interférences et de construction d'empires. Et nous avons une monnaie unique. Vous savez, nous avons la monnaie de réserve du monde, et nous nous en sortons avec beaucoup de choses, et nous avons le pouvoir militaire. Donc la scène est prête pour les gens quand ils entendent maintenant. Leurs oreilles s'ouvrent un peu quand nous commençons à parler de la Réserve fédérale. Parce que, en ce qui me concerne, si vous n'aimez pas un programme, ils le font avec de l'argent factice. Ils le font parce que la Fed a une licence pour contrefaire, et nous ne devrions pas permettre aux contrefacteurs de s'en tirer. Donc, je pense que les conditions deviennent si mauvaises. Je pense que le fait que le peuple américain soit maintenant plus préoccupé par l'Ukraine commence à réaliser, parce qu'on le souligne, combien de gaspillage et de destruction sont faits dans le monde. Et je travaille toujours pour essayer de lier cela. Si vous n'aviez pas de Fed, il manquerait d'argent parce qu'il devrait emprunter l'argent à sa valeur marchande. Et vous ne seriez pas autorisé à vous en tirer en participant à des contrefaçons. Oui, je suppose que le gros problème qui se profile maintenant avec le dollar offrira au moins de grandes incitations pour réduire une partie du pouvoir de la Réserve fédérale, sinon l'éliminer. Mais nous voyons maintenant, dans le monde entier, que le dollar américain subit également une certaine pression à l'étranger. Nous voyons d'autres pays qui ont commencé à se diversifier loin du dollar. Ils cherchent d'autres moyens de faire des paiements en créant des institutions financières alternatives. Comment voyez-vous le retour à l'étalon or comme un moyen de remettre l'Amérique sur la bonne voie? Je crois vraiment que ce sera le cas parce que l'histoire à long terme montre que lorsqu'un pays détruit totalement sa monnaie, il perd toute crédibilité. Et nous perdons de la crédibilité avec le dollar. Et nous étions certainement en danger en 1971 lorsque nous avons dû faire défaut. Nous avions promis à cette époque que c'était seulement pour les étrangers. S'ils déposaient 35 $, nous leur donnions une once d'or. Et depuis ce temps, je suppose que je suis un peu surpris de voir à quel point cela a fonctionné sans la définition appliquée à notre monnaie. Et c'est quelque chose qui continue encore et encore. Et je pense que nous reviendrons. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Mais d'une certaine manière, j'en plaisante un peu. J'ai dit, vous savez, nous n'étions même pas autorisés à posséder de l'or de 1933 jusqu'en 1975. Et maintenant, nous le pouvons. Donc, si vous en savez quelque chose, et que nous avons encore un peu de liberté dans ce pays, et que les gens utilisent encore des billets de la Réserve fédérale, certains se préparent déjà au danger que vous venez de décrire. Vous savez ce qui arrive au dollar dans le monde ou les événements en cours, et ils cherchent des investissements pour survivre et ce genre de choses. Je pense qu'ils savent ce qui se passe. Donc, si vous êtes préoccupé et que vous investissez un peu de votre argent dans l'or, ce que beaucoup plus de gens font maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans. Et en ce moment, il semble y avoir des indices que peut-être les banques centrales deviennent un peu nerveuses et elles commencent à acheter de l'or de manière significative. Cela indique que certaines personnes pensent que c'est là que se trouve la survie. Essentiellement, en 1971 et 1975, l'or était à 35 $ l'once. Maintenant, il est à 3 000 $.
1971 and 75, gold was $35 an ounce. Now it's $3,000. So I still think that. Je pense donc toujours que lorsque cela devient incontrôlable, et je pense que ce que vous venez de décrire à propos d'autres pays qui s'unissent, je pense que nous pouvons être très vulnérables dans notre excès en politique étrangère et en finance. Et les gens diraient, s'ils nous ont presque mis à genoux de bien des manières, ils nous ont fait abandonner l'étalon or en 1971, les puissances étrangères, aussi mauvaises soient-elles, pourraient aussi le faire chuter, faire baisser encore plus notre dollar. Donc je pense que le marché existe toujours là-bas, mais c'est tellement désordonné. Et peu de gens diraient, « Oh oui, nous sommes inquiets pour le dollar. » Je pense que nous allons acheter des euros et des yens. Je ne pense pas que beaucoup d'Américains fassent cela. Je crois que les gens regardent beaucoup plus l'or et l'argent. Notre Constitution dit que seuls l'or et l'argent peuvent être utilisés comme monnaie légale. Et nous n'y prêtons pas beaucoup d'attention, on dirait. Et mon argument est que nous devrions. Eh bien, c'est pas seulement le dollar américain, bien sûr. Nous voyons les banques centrales du monde entier presque en course pour imprimer de l'argent. Donc, je ne suis pas sûr de la sécurité de l'euro. Mais, Dr. Paul, je devrais vous remercier parce que je vous écoutais pendant l'élection présidentielle américaine de 2008 et j'ai commencé à accumuler de l'or à cette époque où je pense qu'il était autour de $800 ou quelque chose comme ça. C'était un excellent moyen de préserver la richesse. Alors merci pour cela. Mais je voulais aussi vous demander, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a récemment soutenu que tous ces appels à auditer la Réserve fédérale étaient perçus comme une manière de chercher à éliminer la Banque centrale. Je suppose que ce serait un objectif clé de votre part, ou est-ce toujours des gens qui veulent l'auditer sans s'en débarrasser? Ou serait-il simplement préférable de, encore une fois, revenir au marché? Eh bien, la conclusion, je ne pense pas qu'elle soit totalement prévisible. On ne peut pas dire en peu de temps, le Venezuela a traversé et doit faire des changements majeurs. Mais vous savez, l'Angleterre, quand la livre était la monnaie de réserve du monde, ils ont dû se réformer. Ils ont cessé de faire les choses qui leur donnaient le droit d'être la monnaie de réserve. Mais la livre est toujours là, c'est juste une livre différente. Et donc dire qu'ils élimineront le dollar, probablement pas. Je pense qu'ils s'ajusteraient, mais je pars du principe que ces conditions encouragent la dette. Et les politiciens et les bénéficiaires de l'argent factice veulent le maintenir parce que c'est trop douloureux de l'arrêter. Et s'ils le font, il y a une collision. Donc il est peu probable que nous voyions le jour où quelqu'un dira « Eh bien Ron, si vous étiez là demain et que vous étiez le président de la Réserve fédérale, allez-vous fermer la Fed et toute cette activité ?» Je ne pense pas que ce serait... Je veux dire, c'est ce qui doit être fait. Mais si vous faisiez cela en un jour, je vous le dis, il y aurait beaucoup de turbulences. Mais je crois que ça finira et le marché le dictera. Et tout comme cela a mis fin à la majeure partie de notre étalon or au fil des ans en 1971 lorsque nous avons fermé la fenêtre de l'or, cela évoluera de cette manière. Mais le marché le dictera. La Fed doit être exposée. Et je plaide pour l'audit, parce que si les gens sont informés de l'audit, maintenant que le peuple américain a appris à propos de l'USAID, qui est bien pire que ce que j'avais imaginé, parce que je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, le peuple américain n'aime pas ça. Et en ce moment, ils n'aiment pas ce qui arrive à leur argent. Et nous avons encore assez de liberté pour acheter de l'or. Mais beaucoup de gens me posent des questions sur les investissements et des choses comme l'achat de terres, de fermes, d'or et d'argent. Et je leur dis oui, vous faites toutes ces sortes de choses. Mais l'investissement que je veux que les gens fassent est un investissement dans la liberté, afin que vous ayez une liberté qui dit que lorsque vous travaillez et gagnez quelque chose,
C'est votre argent et le gouvernement n'y a aucun droit. Et si c'est le cas, vous êtes un esclave parce que l'IRS suppose que chaque centime que vous gagnez leur appartient et ils vous permettront d'utiliser ce qu'ils pensent que vous devriez avoir. C'est donc le gros problème. Et il y aura une conclusion à cela. Et c'est peut-être ce que nous voyons. La faillite devient plus apparente et nous voyons des gens comme Donald Trump devenir président. Son histoire est totalement différente de celle de Biden et de ses affirmations. Donc je pense qu'il y a des choses encourageantes, mais il n'y a toujours pas de consensus. Nous pouvons abandonner cela. Vous pouvez déjà voir le retour de bâton. Oui, nous allons nous débarrasser du ministère de l'Éducation. Et pourtant, il y aura beaucoup de gens qui crieront et hurleront. Vous allez supprimer la sécurité sociale, même si ce n'est pas le cas. Vous savez, il y aura de l'alarmisme. Donc il va y avoir beaucoup de turbulences. Mais si vous ne vous en occupez pas, disons que nous continuons et que nous avançons plus loin que prévu, et que nous continuons à accumuler la dette et que le dollar baisse. Finalement, le dollar est diminué et détruit parce que le marché le ferait, vous savez. Et le prix de l'or est très utile pour nous le dire, et j'essaie de ne jamais utiliser le terme « le prix de l'or ». Ce que nous devrions toujours dire, c'est la dépréciation du dollar. Et si vous regardez depuis 1971, il a perdu 98% de son pouvoir d'achat. Les gens doivent le savoir. Je crois donc que nous devrions mettre l'accent sur les principes de liberté, mais j'insiste aussi sur l'éducation pour que les gens sachent et comprennent. Les membres du Congrès que j'ai rencontrés, beaucoup de gens sympathiques là-bas. Je m'entendais bien avec la plupart des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais je vais vous dire, il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Parce que surtout la première ou la deuxième année où j'étais là, je votais peut-être sur un projet de loi. Il n'y avait que 3 ou 4 votants là-bas, mais les autres étaient les démocrates libéraux. Et ils étaient progressistes. Et nous aurions pu voter sur une question de liberté civile. Et ils ont dit, que faites-vous? Ils ne comprenaient pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de compréhension maintenant. Et je pense que cette administration que nous avons comprend assez bien. Mais nous sommes encore loin de devenir des constitutionnalistes et des non-interventionnistes, permettant à un système de prévaloir où le gouvernement ne nous dit pas comment vivre, ne s'implique pas dans les affaires interpersonnelles, religieuses ou sexuelles. Il reste simplement en dehors. Mais il y a une règle stricte. Vous ne pouvez pas blesser les gens. Vous ne pouvez pas mentir, tricher et voler. Et c'est la loi naturelle, et elle existe depuis aussi longtemps que l'histoire. Vous avez mentionné USAID auparavant, et je pense que cela a également été assez fascinant en termes de ce qui se passe lorsque Trump coupe les vivres, même pour une courte période, à certains de ses financements, non seulement pour USAID, mais aussi pour ses ONG, qui ont tendance à travailler main dans la main avec USAID, comme le National Endowment for Democracy, souvent perçus dans le monde comme des instruments d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Alors, qu'avez-vous appris de l'arrêt de financement de 90 jours de Trump pour USAID, ainsi que de l'arrêt partiel apparent du financement du National Endowment for Democracy également? Quelles leçons pensez-vous que nous pouvons tirer de cela, ou qu'avez-vous observé? Eh bien, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Cela l'expose. Le peuple américain finira par se rebeller, mais il y aura toujours des gens qui résisteront. Je prends l'exemple du Covid. Pour moi, c'était la chose la plus folle au monde que les gens réagissent aux médias. Et pourtant, le gouvernement qui le gérait a rendu les choses bien pires que si vous l'aviez laissé suivre son cours et laissé les agences non gouvernementales s'en occuper. Mais les ONG, c'est une chose tellement compliquée.
Une chose que je dirais, c'est que c'était plus grand, plus intriguant et plus embrouillé. Je ne suis pas surpris, mais je suis toujours étonné par l'ampleur de tout cela. Et je pense que l'autre, avec la question monétaire, vous savez, j'ai plaidé pour l'audit de la Fed. Et ils ne veulent pas cela parce qu'ils veulent l'indépendance. Vous avez entendu cela? Oh non, vous ne pouvez pas avoir votre audit run, parce que nous sommes indépendants. Nous ne voulons pas que les gens nous dérangent. Mais l'indépendance pour la Fed signifie le secret. Et je pense que le secret dont on parle rarement est la BRI, la Banque des règlements internationaux. C'est là que je pense que les véritables tractations se déroulent. Je doute qu'il y ait beaucoup d'écrits là-bas. Je parie que les dossiers vont être difficiles à trouver à ce sujet, ce qu'une poignée de main, un clin d'œil pourrait traiter lorsqu'ils ont leur réunion. Parce que je pense que lorsqu'il y a une crise financière, bancaire, internationale, la BRI est très occupée à s'occuper de certaines personnes, mais pas d'autres. Et il y a très peu de transparence. Et je dis toujours, eh bien vous savez, ça va être difficile, même si vous êtes au Congrès. J'étais au comité bancaire, je pouvais assister à une réunion monétaire de la Réserve fédérale, mais vous n'allez pas assister à une réunion de la BRI. Il y aurait probablement des choses là-dedans que les gens n'ont jamais imaginées. Et c'est pourquoi la réponse est finalement un gouvernement limité. Les étudiants venaient me voir et disaient, « Eh bien oui, ça semble vraiment très bien. Mais que va-t-on faire ?» J'ai dit, ce que vous devez faire, c'est simplement lire la Constitution, amener les gens à croire. Mais l'opposition à ce dont je parle, elle est enracinée. Mais une bonne chose se passe parce qu'ils étaient si abusifs, arrogants et agressifs en enfreignant la loi et en utilisant le ministère de la Justice pour faire ce qu'ils ont essayé de faire. C'est devenu une farce. C'est devenu le sujet. Qui aurait jamais pensé que c'était un insigne de courage si vous pouviez être destitué 2 fois? Avant, la destitution signifiait qu'il y avait de sérieux problèmes. Mais c'est un peu différent maintenant. Donc je pense que beaucoup de bonnes choses se passent. Mais je pense que ça va être plus grand que jamais une fois que cela sera exposé. Mais je crois que le marché est plus puissant que nos régulateurs. Oui, la Fed est puissante, mais ils ne savent même pas quoi penser des taux d'intérêt. Et les gens vont être plus dégoûtés que jamais. Et une fois que nous serons assez nombreux à en parler, vous savez, le problème est la contrefaçon de l'argent et l'utilisation de cela pour voler de l'argent aux gens. En le faisant simplement circuler, ils n'ont même pas besoin de marcher dans votre maison comme un agent de l'IRS. Ils l'impriment simplement et détruisent les valeurs. Donc ils taxent la valeur et cela finira par détruire la monnaie. La monnaie est attaquée maintenant et je pense que c'est sain. Eh bien, il semble que beaucoup de ces choses qui sont auditées et dont le financement est réduit soient très connectées de nombreuses manières. Bien sûr, la Réserve fédérale qui offre l'argent, le Pentagone qui mène les guerres et les agences de renseignement qui n'ont pas beaucoup de transparence. Mais aussi avec ces ONG, encore une fois, elles jouent un rôle si profond. Si vous regardez maintenant la guerre en Ukraine, alors que cela touche, espérons-le, à sa fin, les ONG ont joué un rôle clé en termes de renversement du gouvernement au départ. Et même maintenant, ils ont découvert qu'une fois le financement retiré, je pense qu'environ 85 à 90% des médias ukrainiens étaient financés par l'USAID et ses diverses ONG. Et c'est très étrange de les appeler ONG, alors que les organisations non gouvernementales sont entièrement financées par des gouvernements et alignées sur les intérêts gouvernementaux. En effet, le Premier ministre de Géorgie aussi, car ils ont presque eu une autre révolution de couleur, a averti que les ONG tentaient à nouveau
de fomenter un coup d'État dans leur pays. Donc c'est juste étrange pour moi. Je n'ai jamais vu auparavant, du moins dans l'histoire moderne, un gouvernement démanteler ses propres instruments de propagande. C'est un peu inspirant, mais cela ne cause-t-il pas une certaine perturbation en termes de collaboration de l'administration Trump avec les agences de renseignement? Parce qu'il a eu quelques problèmes avec elles au début de sa présidence. Et je pense que l'exposition est la meilleure chose à faire. Je pense qu'il serait faux de simplement diminuer le pouvoir et l'influence de la somme d'argent qu'ils reçoivent. Ils doivent être abolis, tout le principe. Et je pense que l'exposition des médias, le contrôle qu'ils avaient, les médias diffusaient leur propagande et ils travaillaient avec le gouvernement. Et si les entreprises privées ne faisaient pas ce qu'on leur disait, elles pouvaient être annulées et elles avaient toutes sortes de punitions qu'elles appliquaient. Mais les réseaux sociaux y contrôlent tout et ils le font toujours. Mais si nous suivons l'article 1, section 8 et respectons les 9e et 10e amendements, nous résolvons vraiment tout cela. Cela signifie donc l'exposition. Mais il est difficile de dire « Oh, n'envoyez plus d'argent aux ONG quand nous ne savons même pas qui a signé le chèque. » Il pourrait être écrit secrètement par une transaction bancaire quelque part qui est écrite pour autre chose. Mais nous avons plus d'exposition que jamais auparavant. Et je pense que c'est bien parce que je pense que la Réserve fédérale s'autodétruira. Mais en attendant, exposer ce qu'ils font et exposer à quel point ils sont puissants en tant que faux monnayeurs officiels, les gens comprendront cela. Et je pense que l'éducation est très importante. C'est pourquoi je soutiens l'enseignement à domicile et l'enseignement privé, et tout cela parce que vous ne l'obtiendrez pas des écoles publiques. Les écoles publiques sont très bien contrôlées. Et je plaisante toujours en disant que je suis allé dans toutes les écoles publiques. Et même les écoles publiques, même si elles étaient privées, me nourrissaient toujours la même chose. J'ai dit, puis j'ai commencé à en apprendre davantage sur Mises et Hayek et l'école autrichienne, et j'étais fasciné par tout cela. Et j'ai dit, vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour désapprendre les choses qu'on m'avait enseignées pendant 15 ou 20 ans. Et c'est ça le problème, la capacité de contrôler l'éducation. Et je pense que la véritable prise de contrôle des progressistes s'est produite il y a 100 ans et quelques à travers nos universités. Et c'est pourquoi, en ce moment, s'assurer que vous pouvez guider vos enfants n'est pas une tâche facile, parce que certaines personnes n'ont tout simplement pas l'argent et les efforts pour le faire, et elles doivent aller à l'école qui est disponible. Mais je pense que c'est là que commence le danger. Et le contrôle gouvernemental des nouvelles et des médias, je pense, est un gros problème. Ainsi, le premier a été sapé, tout comme le département de la justice a sapé tant d'autres choses. Je voulais vous demander cependant, comment percevez-vous Donald Trump? Parce qu'il introduit, encore une fois, plus de transparence dans la politique américaine maintenant que ce que j'ai vu au cours de ma vie. Et partage-t-il vos croyances libertariennes ou adhère-t-il à une idéologie réelle? Je sais qu'il a déjà changé de parti. Est-il principalement préoccupé par le globalisme, les opérations de changement de régime et la culture plus éveillée, qui est tout simplement trop coûteuse? Ou est-il plutôt un showman capable de mobiliser des forces politiques pour contrer un État profond qu'il reconnaît peut-être instinctivement comme corrompant le système? Comment le voyez-vous? Parce que je trouve souvent qu'il est difficile de le cerner. Oui, il est probablement unique. Je pense qu'il est très intelligent, très riche et bien formé en affaires et en médias. Il était à la télévision et il a été influencé par le libertarianisme. Et parce qu'il est amical, il était amical avec Rand. Rand ne faisait pas toujours exactement ce qu'il voulait, mais ils jouaient au golf ensemble.
donc il tend la main. Et je pense que certaines de ces choses avec Musk qui tend la main et promeut en fait certaines des idées s'inscrivent dans ce cadre. Mais, vous savez, nous vivons dans un monde imparfait. Donc pour dire, eh bien, je ne vais traiter avec personne, à moins qu'il n'ait toutes les croyances libertariennes que j'ai, je pense qu'il est sympathique. Il n'est certainement pas, vous savez, abusif envers le libertarianisme comme l'administration précédente. Je veux dire, c'est terrible. Tout ce qui suggère que les individus devraient avoir le droit de penser par eux-mêmes et de prendre soin d'eux-mêmes, cela n'existait pas. Donc je pense que Trump est très pragmatique à ce sujet. Pragmatique dans le sens où il voulait avoir de l'influence. Il voulait être président et il avait des compétences et il a su les utiliser. Mais inclus dans cela, vous savez, il faut être pratique. Et l'une des choses pratiques, qui je pense est un reflet du mouvement libertarien, c'est qu'il ne parle pas mal des libertariens. Il ne se moque pas de nous et il nous parlera même. Et dans les conditions que nous avons aujourd'hui, son groupe dira des choses amicales. Et certaines personnes de l'administration s'identifieraient comme libertariennes. Donc je pense qu'il est sympathique pour une raison pratique, mais je ne vais pas être difficile. Oui, je pense que la raison pratique est importante parce que, eh bien, les États-Unis ont maintenant un déficit de 36,5 trillions de dollars. Donc, je pense que c'est un bon moment pour se tourner vers les libertariens pour savoir comment économiser de l'argent. Et comme votre fils, le sénateur Rand Paul, l'a dit une fois, ce n'est pas une option entre réduire l'empire ou non. C'est le faire de manière contrôlée ou non contrôlée, parce qu'il faut commencer à réduire les fonds. Et quand j'entends Elon Musk parler aussi de la nécessité de réduire les budgets parce que nous allons vers une crise économique, vous savez, eh bien ça donne au moins un peu d'espoir. Quoi qu'il en soit, Dr. Paul, j'apprécie vraiment votre temps et j'espère que vous recevrez un appel d'Elon Musk très bientôt et que vous pourrez nettoyer la Réserve fédérale. Merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie beaucoup. C'est agréable d'être avec vous, Glenn. Peut-être que nous pourrons le faire un autre jour. J'aimerais cela. Maybe we could do it another day. Oh, I would like that.